Bonjour François de Closets. Je suis très heureux de vous accueillir ici. Je pourrais même dire tu, mais enfin respectons les convenances. Je suis très heureux de vous accueillir ici. Et d'autant plus que 2020 a été une année extraordinaire dont j'aimerais bien parler avec vous. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages. Vous avez étudié en profondeur l'économie, l'astronautique, l'aéronautique, des tas de sujets avec des livres qui ont eu beaucoup de succès. Que retenez-vous de 2020 ? D'abord, sur le plan de la société, de la démocratie, c'est que l'on constate que la démocratie en France, pas seulement en France, mais surtout en France, a un problème tout simple, c'est qu'il n'y a plus de citoyens. La démocratie, ça repose sur le citoyen. Qu'est-ce que c'est le citoyen ? C'est l'individu qui se reconnaît dans sa collectivité et qui admet que l'intérêt de cette collectivité est supérieur au sien et que donc il peut admettre des choses qui certes ne sont pas conformes à son intérêt mais sont pour le bien commun. Ça c'est le citoyen et là-dessus on fonde la démocratie. Et c'est comme ça que tournait la démocratie. Mais il se trouve qu'avec en plus un certain nombre de changements techniques, c'est ça qui est intéressant, le téléphone portable, l'Internet, l'ordinateur portable, tout cela donne le sentiment à tout un chacun qui n'est pas inséré dans un grand ensemble, mais que seul, il est souverain, il comprend, il est à égalité avec tout le monde, il n'a plus à obéir. Et tout à coup, l'individu roi, remplace le citoyen. Et à partir de ce moment-là, on ne peut plus diriger parce qu'on a bien le pouvoir que donne la Constitution, mais le pouvoir, ça ne sert à rien. Vous ne gouvernez pas en fonction de votre pouvoir, vous gouvernez en fonction de l'autorité. Et l'autorité, c'est ce que le peuple vous reconnaît. Et là, tout à coup, eh bien, ce peuple d'individus et plus de citoyens, il ne reconnaît plus rien. Et donc, véritablement, la France, pas seulement la France, tous les pays deviennent ingouvernables. Et là, on le voit très clairement et on voit bien pourquoi. Et on le verra encore aujourd'hui même à propos de la vaccination et de tout ça, de la crise sanitaire. Quelle que soit la crise, l'État responsable, détenteur du bien commun, n'a plus de prise sur la société, il n'a plus d'autorité, il n'a plus de pouvoir, tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de citoyens, et probablement parce que vous avez un téléphone portable, et moi aussi. François de Closets, c'est catastrophique ce que vous annoncez là, parce qu'on ne peut rien y faire à tout ce que vous dites. C'est une très bonne analyse. On ne peut rien faire, et l'évolution technique, ça, c'est à peu près certain. Les gens ni changer les mentalités. Et ah ben oui, mais les mentalités, c'est le produit de la situation. Oui. Et si la situation évolue, les mentalités vont aussi évoluer. Et on est à la fin d'une époque. Et la fin d'une époque, c'est toujours angoissant parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a devant. Alors qu'on vivait sur l'idée, vous savez, dans les années 60, les Français étaient tous persuadés que leurs enfants vivraient mieux qu'eux. Et aujourd'hui, ils sont tous persuadés que leurs enfants vivront moins bien. Donc nous avons perdu le futur, d'où l'angoisse de ne pas pouvoir répondre à la question que vous posez. Maintenant, comment tout cela va se recomposer ? Ce qui est sûr, c'est que le nouveau monde qui est en train de naître réservera à l'Occident, à l'Europe, une situation beaucoup moins favorable que celle que nous avons connue. Et nous pensions que c'était parce que nous étions des gens formidables que nous avions ce niveau de vie. Non, c'était aussi parce que nous exploitions le tiers-monde. C'est ce qu'on appelle la mondialisation. Et voilà, avec la mondialisation, on remet un peu à égalité. Et alors, on s'aperçoit qu'on était un peu trop haut et on baisse. Ça, c'est sûr. Maintenant, comment on réorganisera la société, la vie en commun, ça, faudra le voir. Mais quand on regarde l'histoire de France, par exemple, pour ne parler que de la France, évidemment, parce que c'est quand même plus simple, il y a eu aussi, si on revient aux Gilets jaunes et à la violence incroyable qui s'est déchaînée à ce moment-là, il y a eu dans l'histoire de la France des périodes de violence énormes. Je ne parle pas des guerres, mais quasiment des guerres civiles entre... Écoutez la Marseillaise. Oui, exactement. Donc, le diagnostic que vous faites est très pessimiste.
quelles sont les raisons que vous auriez d'être éventuellement optimiste? Ah ben non, moi j'ai une raison toute simple, hein. Hélas, il faut bien l'avouer, je suis né en 1933 et quand on y réfléchit, on se dit, mais enfin, des parents qui ont pu faire naître un bébé en France en 1933, ils étaient inconscients. Qu'est-ce qu'il y avait, mettez-vous en 1933, comme perspective d'avenir pour la France? Mais il n'y avait rien, il n'y avait que des catastrophes, il n'y avait pas un élément positif. Et pourtant, mes parents qui ne connaissaient pas le planning familial, ils m'ont fait venir au monde et durant ma vie, j'ai connu les années les plus heureuses de toute l'histoire de France, que rien n'annonçait en 1933. Donc il y a cette première idée, c'est que l'avenir, on ne le maîtrise pas, on ne sait pas ce qu'il est. Évidemment, ce qui est ennuyeux, c'est de devoir fonder son espoir sur l'incertain, alors qu'on préférait dire on est sûr qu'il y aura ça et ça c'est très bien. Non. On est obligé de dire, on ne sait pas ce qu'il va y avoir, ne construisons pas l'avenir avec les lunettes sombres que nous avons sur le nez, hein, faisons confiance et avançons, et ça va se faire. Mais en 1933, la France vivait quand même sur la gloire passée, la victoire dans la guerre de 14 et le succès du traité de Versailles, enfin le succès. Mais tout le monde voyait très bien que l'impetus, la force vitale de la France était morte et que naissait autour des puissances, des volontés. 1933, c'est l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et il est évident que entre vraiment la France, oui, vous dites, elle l'avait gagnée. Évidemment qu'elle l'avait perdue, cette guerre. Quand vous finissez complètement mort sur le ring, vous pouvez être déclaré vainqueur au point. La France avait perdu. Je dirais, elle était plus atteinte probablement que l'Allemagne. Hein. Donc, elle était déclarée victorieuse. Et c'est pire parce que quand vous êtes déclaré vaincu, vous savez qu'il va falloir reconstruire. Tandis que quand vous êtes déclaré vainqueur, vous dites « Ah ben non, à nous la belle vie, la belle vie ». Non. Vous êtes vainqueur, mais vous êtes détruit et il va falloir tout reconstruire. Et le problème, c'est qu'en 1945, l'Allemagne, par exemple, ne pouvait pas ignorer qu'elle était complètement défaite. Et elle s'est reconstruite. Même la France savait ce qu'elle avait vécu et s'est mise au travail et l'est reconstruite. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation aussi grave que celle de 1945, mais ça ne se voit pas. Mais nous ne le savons pas, mais nous n'en sommes pas conscients, donc nous sommes pour le moment incapables de nous mobiliser. Autrement, bien sûr que la France a tous les atouts, à condition de se mobiliser. Et là, par exemple, il y a ces dettes vertigineuses. Les dettes, ça ne se voit pas, on ne les croise pas dans la rue, et jusqu'à la veille de la ruine et de la faillite, on peut faire la fête, tout va très bien. Ça, c'est le piège. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre handicap en France, plus exactement du côté du président Macron, c'est qu'il n'a jamais été élu local, il n'a jamais fait campagne, il n'a jamais, comme député par exemple, ou comme pour être maire, il n'a jamais exercé quelque autorité que ce soit. En dehors de... il a été à l'ENA, il a travaillé dans une banque, mais est-ce que ça suffit pour être président de la République? Parce que son côté jupitérien l'a annoncé au début du septennat, on a bien vu où ça nous a mené. Non, alors, plusieurs choses. D'abord, ce qu'on a vu avec, je dirais, l'aventure, c'est une aventure, une histoire de Macron. Ce qu'on a vu, c'est qu'un commando, sur une opération commando, pouvait s'emparer de l'Élysée et gagner le pouvoir suprême dans cette République où le pouvoir suprême est un pouvoir quasi monarchique. Oui, ça, on ne savait pas. On ne savait pas que c'était possible. Ça s'est révélé possible. Et Macron a très bien compris, quand il est arrivé, qu'il devait retrouver les accents gaulliens. La France éternelle, la France et son chef, etc. Il l'a très bien fait dans les premières semaines. Le seul problème,
c'est que sur cette base, vous avez tout à fait raison, il n'avait aucune emprise fondamentale sur le pays, parce que c'était un petit commando, tout s'était joué au sommet, mais il n'y avait pas le grand parti qui tient le pays, etc. Et ça, effectivement, ça reste une des grandes faiblesses du pouvoir macronien. Hein. Il n'a pas pu faire alliance avec un parti, bon, le MoDem c'est gentil, mais le MoDem c'est quand même pas non plus le parti socialiste, voire le parti communiste d'ailleurs, un parti qui a ses assises très fortes dans le pays. Bien sûr que ça a manqué, mais je dis et je maintiens que le premier problème, c'est que le français, en tant que citoyen, a disparu et qu'on ne sait pas comment gouverner une société d'individus rois. Et ça, c'était la difficulté pour Macron, c'est vrai. Mais enfin, ça a été la difficulté pour Hollande, ça a été la difficulté pour Sarkozy. Ça s'aggrave de... La meilleure preuve, c'est que jamais un parti, une force, une majorité au pouvoir n'a pu être réélu en France. C'est quand même un problème. Hein. Ça fait 50 ans qu'on fait le jeu de massacre, sortez les sortants et on recommence. Il y a aussi une solution qui est utilisée par Macron, c'est l'autoritarisme. Par exemple, dans la crise actuelle de la pandémie, des ordres, tout le monde remplit des fiches pour sortir de chez lui, pour promener son chien, enfin, des histoires un peu attentatoires à la liberté et qui sont peut-être, qui ont eu de l'effet pendant un moment, mais est-ce qu'on peut traiter cette crise, de cette pandémie de cette façon-là ? Oui, là aussi, moi, je suis très réservé. J'en ai marre d'avoir sur le dos autant d'avocats autoproclamés de ma liberté, s'il vous plaît. Allez défendre la liberté là où elle est vraiment menacée, c'est pas en France. Hein. Défendre la liberté en France, c'est quand même un peu trop facile, donc je suis très réservé. Alors, dire que Macron fait preuve d'autoritarisme, je n'en suis pas sûr. Effectivement, le pouvoir n'a jamais été autant personnalisé. Et déjà, l'institution personnalise le pouvoir dans la personne du chef de l'État. Mais en général, le chef de l'État qui arrivait là, il représentait un parti et des forces. Tandis que là, tous ceux qui étaient autour de lui, ils n'existaient que par lui. Je dirais même le pouvoir de De Gaulle n'était pas à ce point incarné, dépendant d'une seule personne. Et il est évident qu'à partir de là, tout ce que vous faites prête lieu à cette accusation. Moi, je ne la trouve pas tellement fondée. Alors peut-être que quand vous dites que la cohésion sociale disparaît de plus en plus, la notion de citoyenneté, est-ce qu'une telle épidémie, pandémie, resserre les liens entre les Français ? C'est pas ça. C'est que cette épidémie, c'est pas une épreuve médicale, c'est une épreuve politique. Cette épidémie, elle met toutes les nations au banc d'essai de la valeur de leur système politique. Car la réponse à une épidémie contre laquelle la médecine ne peut rien, ce qui est le cas jusqu'à présent, et la réponse, elle ne peut être que politique. Et c'est le confinement, et les masques, c'est des mesures politiques. Bon. Et la société est d'autant plus capable d'en faire, non pas qu'elle a de très bons laboratoires, mais qu'elle a une cohésion sociale qui fait que tous ensemble, si on décide on va faire ci, on va faire comme ci, comme ça, on le fait. Et jusqu'à présent, en un premier temps, parce que maintenant tout change tellement avec la deuxième vague, mais tout de même en un premier temps, c'était les sociétés les plus cohérentes qui ont eu le meilleur comportement face à l'épidémie. Hein. Et donc, la société française, en un premier temps, d'ailleurs, on l'a oublié, mais au mois de mars, quand Macron décrète le confinement, etc., toute l'opposition dit « Oui, on est avec vous, c'est l'union sacrée ». Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont rien à dire.
Évidemment, ils ne peuvent pas uniquement dire « Ah non, nous on fera autrement ». Non, ils n'ont rien à dire. Donc ils sont tous d'accord. Et puis ensuite, ils commencent à dire « Mais c'est de l'autoritarisme, etc. » Or, dans une situation comme ça, ou bien vous prenez une mesure simple, même pour tous. Et comme les situations locales sont très diversifiées, c'est très difficile de dire « Regardez ici, enfin c'est complètement idiot, et puis ce que vous faites là ?» Bon, alors d'accord, je vais diversifier. Je vais faire là, ce sera comme ça, à côté, ce sera autrement, etc. Donc partout, je mets des frontières. Aussitôt, on vient à la frontière, et la frontière, c'est toujours une connerie. Parce que la frontière, son lieu, sa fixation est arbitraire. Et vous pouvez toujours montrer que 3 mètres avant ou 3 mètres après, c'est rigoureusement pareil, qu'il n'y a aucune raison de mettre la frontière là. Bon, donc, quand il a voulu prendre des mesures simples et autoritaires, tout le monde est tombé dessus, quand il a voulu diversifier aussi. Et surtout, derrière tout ça, on a vu la catastrophe qu'est l'administration française. Vous comprenez ? C'est quand même l'ensemble de la classe politique, administration ou politique, qui a détruit tous les stocks dont on disposait. Il ne faut pas oublier qu'en 2010, c'est la France qui était la mieux dans le monde. Armée, outillée, avait le plus de réserves pour faire face à une épidémie. On a tout fichu en l'air. Toutes les majorités ont été d'accord et l'ont fait. L'administration, tout. Et quand arrive l'épidémie, il faut improviser. C'est une situation qu'on n'a jamais vue. Comment on va faire ? Eh bien, nous avons une administration qui dit « Ah, attendez, oui, alors oui, il faut commander des masques. Mais attention, il faut procéder par appel d'offres. Hein. » Faire des appels d'offres ? Non, mais enfin, il y a des avions cargo bourrés de masques et des gens qui viennent avec des valises pleines de billets pour les acheter. Vous voulez faire des appels d'offres, mais complètement fou. De même, il faut faire des tests. Ah bon, les tests, je regarde. On doit les faire uniquement dans les laboratoires. Mais vous avez des laboratoires vétérinaires, vous avez des laboratoires privés où vous pouvez les faire. Ah non, attendez. Donc, ce que l'on a vu, c'est qu'on a une administration qui est faite pour marcher en temps normal, et en temps normal, elle est à son propre service, car l'administration, ça n'a qu'un but, c'est de garantir l'impunité des fonctionnaires. Bon, donc ça marche comme ça, mais du jour au lendemain, quand on se retrouve dans une situation d'urgence, il faut changer de système, il faut improviser, et tant qu'on n'aura pas décidé qu'à ce moment-là, si le fonctionnaire n'est pas capable d'improviser la solution, il sera sanctionné de ce fait. Non, il continue à dire « Ah ben non, mais moi j'ai fait ce qu'il fallait faire. » Ah ben oui, non, ça a été catastrophique, mais enfin c'est ce qu'il fallait faire et je l'ai fait. Et là, on a vu à quel point, même par rapport à l'Allemagne, l'Allemagne a pu réagir. C'est pas vrai que l'Allemagne était tellement prête. Non, mais elle a su aussitôt prendre des dispositions, faire tourner son industrie, faire fabriquer ce qu'il fallait, tout ça. En France... Sans intervention de l'État central, hein, c'était le régional. Oui, en France, ça a été là... et là... Je dirais, c'est pas Macron, parce que cette administration, elle eût été la même et fonctionné dans les mêmes conditions si ça avait été des années avant. Hein. C'est pas pareil. Donc c'est un constat très pessimiste. Hein. Nous continuons dans le pessimisme. Oui, mais ça fait 50 ans que la France est dans le déclin. Et là, on se dit, il y a quand même un moment, ben non, il n'y a pas de moment. Parce que ça continue. Et donc, on en est arrivé, enfin, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il faudra arriver contre le mur. Jusque-là, on déclinera. Et à un moment, on sera contre le mur. Et contre le mur, qu'est-ce qui se passe ? Ou bien on se fracasse contre le mur, ou bien on fait comme le plongeur et on rebondit. Je veux espérer, je crois, que la France rebondira. Mais maintenant, le mur, il est devant nous. Hein, le mur, c'est la dette extraordinaire qu'on... Le mur, c'est la situation économique de la France. Et là, il faut bien poser une chose. C'est que cette année, c'est l'année où l'économie a cessé d'exister. La situation dans laquelle nous sommes, nous, en France et dans le monde, sur le plan économique, est une situation qui n'a jamais été envisagée.
on a un peu étudié de l'économie. Personne dans nos manuels ne nous a expliqué ce qu'était une société dans laquelle il n'y avait pas de taux d'intérêt, dans laquelle il n'y avait pas d'inflation, dans laquelle on fabriquait la monnaie par centaines de milliards, etc., etc. Nous sommes aujourd'hui dans ce que les physiciens, voyez-vous, les physiciens appellent ça une singularité, c'est-à-dire c'est le moment où les paramètres prennent des valeurs telles que les lois ne sont plus valables. C'est le trou noir. Oui. Et aujourd'hui, on en est là. Plus un seul économiste sérieux ne peut prétendre qu'il comprend quoi que ce soit ce qui se passe. Nous fabriquons des milliers de milliards d'euros ou de dollars. Personne ne sait ce qu'est cette monnaie. Personne ne sait ce qu'elle représente. Personne ne sait ce qu'elle deviendra. Donc évidemment, pour le moment, on est dans un ailleurs. Ça va très bien. C'est un monde quantique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais le monde quantique, il y a un moment, c'est le monde subréel, et il y a un moment où on revient à la réalité. Et où ce qui était vrai dans le monde quantique, où on pouvait être à la fois ici et ailleurs, être comme ci et comme ça, etc., tout d'un coup, c'est fini. On revient à la réalité. Et vous avez tout à fait raison. Nous sommes dans le trou noir, là, où les phénomènes quantiques sont prévalents, mais nous allons en sortir et revenir à la réalité. Et là, ce sera terrible. Ce sera terrible pour ces Français qui vivent dans une France qui s'est appauvrie de 10%, et on veut, eux, leur niveau de vie aujourd'hui n'a pratiquement pas bougé. Et comme ce qu'il faut en France, c'est plaindre, c'est victimiser, etc. Oh, ces pauvres Français, et ils ont été tellement malheureux avec ce confinement. Bon, alors maintenant, ce qu'il faut, c'est réduire le travail, c'est augmenter les salaires, augmenter les revenus, augmenter les budgets, faire en sorte qu'on vive mieux, parce que quand même, ça a été une épreuve. Mais c'est complètement fou. Personne ne veut préparer les Français à ce qui va être, oui, une épreuve terrible pour eux. Il n'empêchera pas que la France soit toujours le pays où il fait le plus bon vivre, mais il y a une rente de situation que nous étions faite de notre condition de Français qui va disparaître, et il va falloir être ramené à notre vraie valeur, la valeur de ce que nous faisons, la valeur de notre travail. Hein ? Et il faudrait peut-être un tout petit peu dire ça aux Français, au lieu de les plaindre et de prévoir des mesures qui reviennent toujours à donner de l'argent, donner de l'argent, donner de l'argent, tout l'argent qu'on n'a pas. Pourtant, c'est le moment de Noël, là, c'est le moment d'en donner. Alors, vous m'avez apporté un cadeau formidable que je vais montrer ici à l'écran, mais que nous allons aussi montrer plus en détail à nos téléspectateurs. Donc, c'est un ouvrage dont vous êtes l'auteur, l'initiateur, qui s'appelle « Les guerres d'Albert Einstein ». C'est la partie politique, en quelque sorte, de l'histoire d'Einstein. Oui. Vous savez, j'ai fait une biographie d'Albert Einstein, une grosse biographie en 450 pages, etc. Et quand je l'ai finie, j'ai découvert une histoire. Et cette histoire, elle n'est racontée nulle part, alors que j'ai lu je ne sais combien de livres, vous imaginez, sur Einstein, nulle part. Et c'est au moment que je finis, il me dit, il y a un truc qui est incroyable, d'un mot. Presque le meilleur ami d'Albert Einstein, Fritz Haber. Tous les deux, ils sont d'origine juive, mais ils ont abandonné complètement la judéité. Tous les deux sont des scientifiques. Haber est un chimiste, Einstein est un physicien. Et ils sont à l'opposé sur le plan du tempérament. Haber est un industriel, un homme de pouvoir, un homme qui aime l'argent, nationaliste. Einstein est un pacifiste, un démocrate, socialiste, etc. Ils sont donc à l'opposé l'un de l'autre, mais à partir de à peu près 1911, ils deviennent très amis. Et c'est en particulier Haber qui arrive à faire venir Einstein à Berlin, et, parce qu'il est né en Allemagne, mais il est parti. Pourquoi ? Parce qu'à 16 ans, il a dit « Je quitte l'Allemagne et j'abandonne ma nationalité allemande ». Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait jamais porter une arme et qu'à 16 ans, il aurait dû aller à l'armée. Donc, c'est vous dire. N'empêche, il revient à Berlin et
éclate la Première Guerre mondiale. Alors pendant la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe? Haber se dit, mais c'est terrible, l'armée allemande risque de manquer de munitions car manquant de composés azotés, mais moi je sais en fabriquer évidemment puisqu'il a fondé sa réputation sur la synthèse industrielle de l'ammoniac. Donc il va voir l'état-major, il dit, moi je vais vous fabriquer tous les nitrates dont vous avez besoin pour faire des munitions. Bon, il est juif, les Allemands prennent pas ça au sérieux. Et puis en 1915, quand la guerre se fige, il retourne voir l'état-major, il dit, vous voyez, on va se massacrer, on n'en sortira pas, il faut avoir une percée sur le plan des armes, et moi, chimiste, je vous la donne, ce sont les gaz asphyxiants. Ah, ben ça, on est intéressé, et ils font les gaz asphyxiants, et c'est l'homme des gaz asphyxiants pendant la Première Guerre mondiale réalisé ça. Et donc, avec Einstein, il reste quand même très ami, puisque à la fin de la guerre, il est poursuivi comme criminel de guerre. Et Einstein lui conseille de repartir en Suisse. Pourquoi? Parce qu'en Suisse, il y a son épouse, Mileva, dont il est séparé, dont il veut divorcer. Il lui dit donc, va voir Mileva et règle avec elle mon divorce. Donc vous voyez à quel point ils sont intimes. Or, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans la Seconde Guerre mondiale, au début de la Seconde Guerre mondiale, Einstein, le pacifiste, l'antimilitariste, Einstein va être obligé de faire une lettre à Roosevelt qui est l'équivalent de ce qu'a fait Haber dans la Première Guerre mondiale. Voilà, ma discipline, la physique, a fait une découverte, la réaction en chaîne, il faut que l'Amérique tout de suite s'occupe de faire une bombe atomique. Et j'ai trouvé cette histoire... Oui, extraordinaire. C'est quand même incroyable, reconnaissez. Et pourquoi avez-vous choisi la bande dessinée? Parce que, comment raconter cette histoire? Effectivement, ça fera un film extraordinaire, d'autant que c'est très romanesque l'histoire. Hein. Mais c'est 150 millions quoi, de budget à Hollywood. Donc c'est pas possible. Et faire le récit, un roman historique... Et tout d'un coup, je me suis dit, j'aime beaucoup la BD. Et c'est pour la BD, c'est évident. Et alors, j'ai eu la chance de rencontrer Corbeyran et Haber, qui sont les grands artisans de la BD. Alors, j'avais écrit, moi, la dramaturgie de tout ça, hein, sans savoir comment on le traduirait. Et ils ont regardé ça, ils m'ont dit, mais on le prend tout de suite. Et j'ai eu cette chance inouïe de tomber avec de très grands professionnels. Et je crois que vous avez vu la qualité des dessins. Absolument, nous allons les montrer. Haber. Mais attention, c'est pas seulement... Chabert n'a pas seulement cette qualité artistique. Il a un souci d'exactitude historique que vous n'imaginez pas. Hein? Par exemple, on verra que là, en 1915, lorsqu'il dessine les soldats français dans les tranchées, et ils n'ont pas de casque. Eh bien oui, moi je ne le savais pas. Lui s'est renseigné. En 1915, les soldats dans les tranchées n'avaient pas de casque. C'est pas un avantage. Et sur tous les points, vous regardez les voitures à tel moment pour l'attentat de Sarajevo, etc. Tout est exact. C'est un bonheur. Merci beaucoup, François Closet, d'avoir accepté de participer à cette émission. Je signale donc la sortie, en ce moment même, de votre livre « Les guerres d'Albert Einstein ». Merci beaucoup, à bientôt et bon anniversaire, puisque Noël vous apporte aussi un anniversaire. Une année de plus, c'est pas le plus beau cadeau. Merci, à bientôt.